Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Éric Ciotti, président des Républicains, député des Alpes-Maritimes, est votre invité, Jérôme Béglé. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. En début de semaine, Emmanuel Macron a redit sa volonté de mettre en chantier, je le cite, une loi efficace et juste en un seul texte sur l'immigration. Quel contour, selon vous, doit avoir ce texte, cette loi, et est-ce que vous êtes prêt à le co-construire avec la majorité ? Est-ce qu'il s'agit d'un énième filet d'eau tiède en matière d'immigration, 21 lois adoptées au cours des années écoulées, et une situation qui continue de se dégrader? 500 000 étrangers en situation régulière ont été accueillis en France, légalement, l'année dernière, sans compter les 700 à 800 000, peut-être 1 million qui s'y trouvent, sans compter les mineurs isolés étrangers, les clandestins mineurs. Donc on est dans une situation d'urgence absolue en matière d'immigration. Ce qu'il faut, c'est changer de cadre. Il faut une révolution en matière de politique migratoire. Il faut des quotas. Il faut plus aucun droit pour les clandestins. Plus aucun. Plus de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers. Il faut qu'on traite les demandes d'asile à la frontière. Il faut arrêter le regroupement familial. Revoir le code de la nationalité. Est-ce que M. Macron est prêt à inscrire tout cela dans la loi? J'en doute. Et je doute aussi qu'on ait la capacité au Parlement à faire adopter un texte, compte tenu même des oppositions dans la majorité. Donc j'ai une solution, une proposition. Il faut un référendum pour changer de cadre. Ça fait des années que nous le réclamons, que je le réclame. Et ce référendum, quelle question on poserait aux Français? Il faudra un référendum qui modifie notre Constitution, qui modifie nos engagements conventionnels, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui autorise le regroupement familial avec son article 8. Tout cela, il faut changer de cadre. Et la France pourrait être le premier pays européen à sortir de cette Convention européenne des droits de l'homme? En tout cas, demander sa modification, qu'il y ait des réserves d'interprétation. On ne peut pas rester dans cette situation où on subit une vague migratoire. Je la vis au quotidien dans le département des Alpes-Maritimes depuis quelques jours, depuis quelques semaines. On subit une véritable submersion sans réelle réaction des pouvoirs publics. Je le déplore, il n'y a plus de contrôle à la frontière franco-italienne, il n'y a plus de force mobile et on a aujourd'hui le nombre des mineurs clandestins qui a été quasiment doublé. Depuis décembre, il a fallu ouvrir une structure dimanche. Les mineurs clandestins sont à la charge du département. Absolument. Quand ils arrivent, en tout cas la première semaine où ils arrivent en France. C'est un coût pour le département des Alpes-Maritimes, un minima de 15 millions d'euros. D'ailleurs, l'État devrait assumer cette compétence. C'est un scandale que ce soit les collectivités qui n'ont pas de pouvoir réglementaire ou législatif pour assumer cette charge. Et puis, il y a une naïveté incroyable. Pourquoi on accepte ces mineurs? Pourquoi on ne les renvoie pas immédiatement dans les pays d'origine où ils ont une famille? Ce n'est pas à la France d'assumer la responsabilité. Et si les pays refusent, comment on fait? Il faut avoir une action diplomatique beaucoup plus déterminée, beaucoup plus coercitive. Moi, j'irai au Maroc la semaine prochaine avec une délégation des Républicains. Nous porterons ce débat, cette revendication. Éric Ciotti, on a un exemple chimiquement pur de cette situation, c'est à Mayotte, où on voit que l'opération Wambouchou, qui a été menée par Gérald Darmanin, qui défend une action visant la restauration de la paix républicaine, ne se passe pas comme il faut, tout simplement parce que les îles de l'archipel des Comores refusent de récupérer ses ressortissants. Comment on fait concrètement? Là, il y a des moyens de pression à mettre en œuvre sur les Comores. On a accordé une aide au développement de 120 millions d'euros aux Comores. C'est un moyen, il faut discuter, il faut dire on ne peut pas vous donner de l'argent et refuser de reprendre des ressortissants qui sont arrivés à Mayotte de façon clandestine, irrégulière. Je crois qu'il y a des négociations en cours en ce moment entre les deux pays. Il y a une question de visa aussi. La France accorde beaucoup de visas aux Comoriens qui viennent en France. Eh bien, il faut, comme sur les pays du Maghreb, ouvrir le débat sur les visas. Il faut qu'il y ait une réciprocité dans les droits et devoirs. La France ne peut pas avoir que des devoirs. Les pays sources d'immigration doivent prendre leurs responsabilités et on doit, avec fermeté, leur rappeler dans un dialogue
équilibrée Concrètement, de responsabilité. sur Mayotte et les Comores, vous préconisez que la France arrête toute aide publique au développement et aux États comoriens tant qu'une solution n'a pas été trouvée et qu'on arrête de donner comme ça des visas un peu à l'emporte-pièce aux ressortissants qui les réclament. Si les Comores refusent de reprendre leurs ressortissants, c'est naturellement la voie qu'il faut adopter. Mais je souligne que cette opération Wambushu est la bienvenue. Et je soutiens le ministre de l'Intérieur dans sa démarche. C'est pas un échec pour lui d'avoir été... cette opération a été réclamée par le député républicain Mansour Kamardine depuis plusieurs années. C'est une situation insupportable. Et ce qui se passe à Mayotte... Mais le tribunal judiciaire de Mayotte a interdit la destruction des bidonvilles. Est-ce que c'est un échec pour Gérald Darmanin ou est-ce que finalement en appel on finira par obtenir gain de cause comme c'est souvent le cas en France? J'ai vu que le préfet avait fait appel oui. de cette décision. Et il y a ces contraintes que personnellement je ne comprends pas. En tout cas, je souhaite personnellement, et je le dis, et je soutiens cette opération, qu'elle aille au bout et qu'elle ne traduise pas la faiblesse de la France. Mais ce qui se passe à Mayotte est un signal pour nous, parce que demain, cela peut se passer en métropole. On voit des territoires aujourd'hui qui sont gangrénés par une situation de délinquance qui souvent trouve sa source aussi dans l'immigration. Le ministre l'a dit. Donc il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Vous dites qu'il y a des départements en France métropolitaine, je veux dire autour de Paris, Lyon, Marseille et peut-être Nice, qui pourraient être des petits Mayotte dans les mois, les années à venir? En tout cas, on a une vague migratoire qui s'annonce. On voit bien ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, qui chasse les Africains, les étrangers d'origine subsaharienne, d'Afrique subsaharienne. Les arrivées en Italie ont été multipliées par 5 depuis le début de l'année par rapport à 2022. Donc la vague migratoire, elle est là. Il faut agir et pour agir, il faut une volonté très nettement supérieure à celle qui s'exprime aujourd'hui. Je le redis, jamais nous n'avons accueilli dans l'histoire de France autant d'étrangers qu'en 2022. C'est le record absolu. Cela n'est plus tolérable, cela n'est plus supportable. Autre sujet, Éric Ciotti, hier à ce micro, Rachida Dati, qui est maire LR du 7e arrondissement, est revenu sur la volonté du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, de vouloir plus de mixité dans les écoles privées. Pourquoi veut-il détruire ce qu'il marche? C'est-elle alarmée? Est-ce que vous êtes un peu sur cette ligne de conduite? Bien sûr, j'ai publié hier une tribune dans le Figaro pour dénoncer la volonté de M. Pape Ndiaye, qui a des complaisances avec le wokisme dans son histoire personnelle. Je le dis d'ailleurs, ses propos le confirment, qui est l'inverse de ce qu'était Jean-Michel Blanquer. Quelques exemples sur ces complicités avec le wokisme. Il a nié à l'université une démarche islamo-gauchiste. Il dit ça n'existe pas, c'est des travaux de recherche. Il a accusé la France d'avoir un modèle républicain très affaibli. Il a parlé de racisme systémique pour notre pays. Tout ça, ce sont des éléments qui m'inquiètent par rapport à la capacité de ce ministre à défendre la laïcité républicaine. Il porte atteinte au Conseil des sages sur la laïcité. Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, l'a dénoncé en des termes très très forts et très puissants. Et là, il s'attaque à l'école libre. Il réouvre la guerre scolaire. Vous pensez qu'on peut justement réouvrir la guerre des deux écoles du début des années 80 ? Alors que l'école aujourd'hui républicaine, l'école publique s'effondre, soumise à la violence, au manque d'autorité, que le niveau de nos élèves aujourd'hui suit une pente extraordinairement dangereuse, que 40%... C'est pas que la faute de Pape Ndiaye. 40% des élèves... Ça fait 30 ans que l'école républicaine chute, si je puis dire. Mais par rapport à cette situation, 40% des élèves qui maîtrisent mal la lecture en rentrant en 6e, alors qu'il y a urgence, alors que, comme aurait dit Jacques Chirac sur l'environnement, la maison brûle, le ministre de l'Éducation regarde ailleurs. Il regarde et il prend pour cible l'enseignement privé, l'enseignement catholique. Mais c'est totalement ahurissant. N'y a-t-il pas d'autres priorités? Il faut remonter le niveau, il faut s'attaquer aux carences en lecture, en mathématiques, il faut remettre de l'autorité, redonner de l'autorité aux enseignants qui sont victimes d'agressions en classe. Non, le ministre choisit de s'attaquer à l'enseignement libre sous motif qu'il n'y aurait pas suffisamment de mixité sociale. L'enseignement libre fonctionne aujourd'hui. C'est un refuge pour beaucoup de familles et on veut
attaquer ce qui fonctionne plutôt que sauver ce qui ne fonctionne plus. Est-ce que vous êtes inquiet, Éric Ciotti, de l'incapacité du président et d'une partie de son gouvernement à sortir de Paris, aller à la rencontre des Français? Est-ce que c'est le symbole, le signe d'un État paralysé? Aujourd'hui, il y a cette crise politique qui menace le fonctionnement même de nos institutions. Elle est là. Le président de la République fait de la communication. On le voit bien dans ces étranges déplacements successifs. Vous pensez qu'il ne devrait pas se déplacer, il devrait rester à l'Élysée? C'est à lui de le décider. Ce qui est important, c'est qu'il retrouve un fil de confiance avec les Français. Aujourd'hui, manifestement, il est rompu, même si je le redis, et je le dis en responsabilité sur cette question des retraites. J'ai personnellement soutenu cette réforme dans un esprit de cohérence. Vous étiez un peu esselé au sein de votre parti, Éric Ciotti. On l'a vu à l'Assemblée, il y a eu des voix discordantes. Esselé, non. Unanime, nous n'étions pas unanimes, c'est le cas, mais le bureau politique des Républicains, à la quasi-unanimité, a soutenu cette réforme. Les sénateurs l'ont soutenue. Une majorité de députés l'a soutenue. Pourquoi? Parce qu'elle était nécessaire pour le pays et parce que nous sommes un parti de gouvernement, un parti de responsabilité, mais aujourd'hui les Français expriment une colère beaucoup plus générale. Alors justement, après cette affaire des retraites, il y a ce malaise dans le pays. Il y a des problématiques liées au pouvoir d'achat, on a des salaires trop faibles, on a des impôts restons sur les retraites, Éric Ciotti. C'est tout ça qu'il faut changer demain. Comment la droite, les Républicains peuvent se relancer? On a vu que vous n'étiez pas forcément totalement aligné sur des questions importantes comme les retraites, que pourtant vous appeliez de vos voeux il y a quelques années. Est-ce qu'il faut il faut changer de dirigeant déjà? Vous êtes en poste depuis 4 mois et demi. Est-ce qu'il faut une nouvelle doctrine? Est-ce qu'il faut penser à ce que seront les Républicains dans 4 ans ou dans 15 ans? Moi, mon objectif, c'est que nous gagnions l'élection présidentielle de 2027. Vous y croyez vraiment? J'y crois vraiment et toute mon action, toute mon énergie est placée vers cet objectif. Voilà, aujourd'hui, il peut paraître très aléatoire, mais nous y travaillons. Nous lançons les États généraux. Je vous l'annonce, ils tiendront le 10 juin prochain, les États généraux de la droite avec pour quel la but? France. Trouver un candidat, une doctrine avec un objectif de poser notre ligne idéologique. Très clairement, nous aurons 6 mois de travail, nous allons accueillir des intellectuels, nous allons ouvrir des débats dans les fédérations. Qu'est-ce qu'est la droite? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle peut porter? Qu'est-ce qu'elle doit porter comme espérance? Donc, une nouvelle pour ligne, le pays? en tout cas, à affermir votre ligne et un candidat. Laurent Wauquiez, c'est toujours l'homme de la situation ou d'autres frappent à la porte? C'est pour moi, en tout cas, celui qui a le plus de qualité pour relever ce défi. Pas forcément de courage quand il s'agit de monter au front pour faire voter les députés LR pour une réforme qu'il appelait de ses voeux quelques mois avant. Il a dit les choses clairement, mais je veux souligner qu'on lance un média aussi la semaine prochaine. Une certaine idée. On lance une académie de formation, on va mettre en place un contre-gouvernement pour porter aussi des propositions différentes par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Donc on a un calendrier très intense, très dense pour redresser la droite. Je suis bien conscient que notre famille politique est en difficulté, que le débat sur les retraites a souligné malheureusement par rapport à des trajectoires individuelles et personnelles des incohérences, même si très majoritairement, je le redis, nous avions porté cette volonté de réforme parce que le pays a besoin de réforme. On ne peut pas continuer à vivre à crédit, on ne peut pas continuer à dévaloriser le travail. Tous nos partenaires européens nous regardent. La droite sur les finances publiques n'a pas fait beaucoup mieux que les autres. Les finances publiques se dégradent depuis 35 ans, 40 ans en France, et que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, la trajectoire est la même. Je ne le crois pas. Et les chiffres le démontrent, même si la dernière fois où nous avons été au pouvoir, nous avons fait face à une crise manifestement la pire depuis 1929. Mais nous avons rétabli de façon beaucoup plus ferme les finances publiques, même si aujourd'hui, je crois que c'est là encore une véritable révolution qu'il faut porter. Il faut que l'État soit plus fort là où il est aujourd'hui squelettique, pour la sécurité, pour l'immigration, pour la justice, et il faut qu'il soit plus allégé là où il empêche les Français de travailler, là où il y a des dépenses sociales qui ont atteint des niveaux abyssaux et qui conduisent à des impôts lourds, trop lourds, insupportables, et qui pèsent sur le travail, qui conduisent à des délocalisations d'entreprises
et qui font qu'au final, les salaires sont les plus faibles parmi les plus faibles en Europe. Merci. Voilà Éric cette Ciotti. équation que nous devons, à laquelle nous devons résoudre. Du pain sur la planche pour vos états généraux de juin. À vous, Lionel. Merci Éric Ciotti, merci Jérôme Béglé. Demain, on retrouvera Sonia Mabrouk quand elle aura soigné son extinction de voix. À suivre.